Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos Amaté pour cette séance où nous avons le plaisir d'accueillir Johan Dupont qui, après une thèse en sciences du langage sur la structuration dans les entités nommées, travaille actuellement dans un postdoc au LIFO et il s'apprête à travailler sur la représentation et l'analyse des expressions multimots. Et on l'accueille aujourd'hui parce qu'il est le développeur d'un logiciel d'étiquetage du français qui s'appelle SEM, un logiciel sur lequel il travaille en fait depuis longtemps, parce que j'ai cru comprendre que c'est depuis sa licence qu'il travaille dessus. Et donc on va écouter Johan qui va nous présenter ce SEM pendant 1 heure environ, et on discutera après sa présentation. Donc Pierre, merci et bienvenue dans les tutos, et je te laisse la parole pour présenter SEM. Bonjour, donc déjà merci beaucoup voilà, pour l'invitation dans les tutos à mater, hein, ça fait très plaisir. Donc oui, je suis donc le développeur de SEM que j'avais développé à la base dans un stage pour l'analyse morphosyntaxique du français, donc l'analyse en catégorie grammaticale. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai continué à développer SEM pour mes travaux, notamment au cours de ma thèse, où je travaillais sur les entités nommées. Donc voilà, ça fait longtemps que je suis dessus, mais c'est un peu on-off. Voilà. Donc SEM pour segmenteur étiqueteur markovien. Donc voilà, ça c'est son nom complet. On va passer dessus. C'est donc un logiciel libre et open source, hein. Donc il est disponible voilà, pour téléchargement. Voilà, licence qu'on appelle MIT, donc ça veut dire libre d'utilisation avec notification, enfin crédit aux développeurs si on voilà, si on l'utilise. Mais voilà, pas plus que ça. Donc SEM, ça fonctionne sous Linux, a priori Mac. Donc moi j'ai pas de Mac personnellement, mais personne s'en est jamais plaint. Et je fais mon possible pour que ça fonctionne également sous Windows. Donc voilà, l'idée c'est que ça reste un logiciel utilisable. Et voilà, du coup, ici il y a la page officielle de SEM, donc qui n'est pas forcément la plus à jour qui soit. Donc, je vais vous présenter une vision qui est assez d'abord haut niveau, et puis s'il y a du temps, je pense qu'il y en aura, j'irai peut-être un peu plus dans les détails. Voilà. Donc, donc le cas d'usage, c'est par exemple, on a des textes qu'on veut traiter. Par exemple, voilà, toutes les personnes qui sont ici, voilà, ou qui veulent faire des humanités numériques par exemple. Donc il y a besoin d'extraire dans un premier temps certaines informations du texte pour ensuite faire des statistiques et des analyses dessus. Et moi je me place du coup dans ce premier temps. C'est-à-dire que voilà, on a des textes qui vont arriver bruts, sans annotation, sans rien. Et l'idée c'est d'extraire les éléments pertinents du texte. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, ici il y a des gens qui veulent faire de l'analyse de recettes de cuisine par exemple. Donc des choses qui pourraient être intéressantes à extraire, ce serait ici les ingrédients et éventuellement les quantités. Et une fois que ces éléments ont été extraits dans le texte, on peut en faire des statistiques et ainsi de suite. Donc il y a notamment, si je ne me trompe pas, Johanna Galeron qui a fait une présentation assez récemment, qui avait notamment utilisé SEM pour extraire des informations qui étaient utiles. Et donc, pour extraire ces informations, on a besoin d'un système qui va le faire à notre place, parce que humainement, on ne peut pas voilà, récolter toutes les informations, enfin voilà, vous savez ce que c'est. Et l'idée, c'est que il y a deux façons de faire. La première, c'est d'écrire directement un programme qui récupérerait, par exemple ici, des ingrédients et des quantités. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'entretien. Et aujourd'hui, il y a des méthodes
statistiques pour lesquelles on va simplement donner un certain nombre d'exemples. Donc plus il y a d'exemples, mieux ce sera. Donc des exemples d'une certaine tâche. Donc ici, ce sera juste identifier les ingrédients et les quantités. Et ces algorithmes vont apprendre à reproduire cette tâche à partir d'exemples qu'on va leur donner. Voilà. Et du coup, on va faciliter le travail de l'humain qui n'aura juste plus qu'à fournir des exemples de la tâche et après, c'est l'algorithme qui se débrouille et qui fait des statistiques pour leur faire à notre place. Voilà. Donc, SEM, ce qu'il fait, c'est donc de la reconnaissance des entités nommées, c'est-à-dire, on va dire pour faire simple, c'est l'ensemble des acteurs ou des éléments d'intérêt dans un texte. Donc ici, un élément d'intérêt, ça peut être des ingrédients et quantités, mais dans le cas général, ce serait par exemple les personnes, les lieux, les entreprises, potentiellement les heures, les dates, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour faire ça, les technologies qui sont utilisées à l'heure actuelle ne gèrent pas à l'échelle du document, ça gère plutôt à l'échelle de la phrase. Donc ça, c'est quelque chose que je vais un petit peu passer sous le tapis, mais plus tard peut-être, s'il y a des questions ou s'il y a le temps, j'y reviendrai. Donc le logiciel lui traite tout phrase par phrase, et chaque phrase est traitée de manière totalement indépendante aux autres. Et pour faire la reconnaissance des éléments, il faut d'abord découper en phrases, puis ces phrases doivent être découpées en mots, et voilà, le logiciel, ce qu'il attend, c'est une séquence de mots en entrée. Voilà, donc ça implique de devoir savoir comment on segmente un mot, qui n'est pas simplement un mot graphique. Par exemple, ici, là, on a parenthèse 62. Bah, voilà, ça va falloir trouver que c'est 2 mots, techniquement. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que même pour savoir c'est quoi la frontière d'un mot, enfin voilà, déjà la notion de mot, la frontière d'un token, tout le monde n'est pas d'accord, et tout le monde n'a pas les mêmes conventions, et ainsi de suite. Bref. Du coup, SEM, ce qu'il propose, c'est que on va prendre des exemples qui ne sont pas annotés cette fois-ci. Et l'idée, ça va être de fournir ces exemples, de les créer depuis zéro. Et ensuite, d'entraîner ce qu'on appelle un modèle, donc qui va faire des statistiques, pour reproduire cette tâche. Et donc pour cela, donc SEM, on suppose que là il est déjà installé, et donc on va lancer un module qui s'appelle voilà, le module d'annotation, qui va donner cette fenêtre, du coup voilà, c'est épuré on va dire. Et le processus général qu'on va employer, ça va être globalement ça, c'est on va prendre un à plusieurs documents, on va annoter manuellement les choses qui nous intéressent, donc entraîner un modèle, c'est-à-dire faire des statistiques. Une fois que ce modèle a été entraîné, on va l'appliquer à des documents qui n'ont pas d'annotation pour avoir une annotation candidate faite par le système. On va corriger ces annotations manuellement et ensuite on va réentraîner un nouveau modèle à partir des annotations qu'on a corrigées et de tous les documents qu'on avait déjà corrigés au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'à chaque passe, on aura un corpus annoté qui va devenir de plus en plus gros. Et ce processus, justement, d'entraîner un petit modèle, d'annoter, de corriger, de faire une boucle de retour comme ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc ce processus, on ne va pas le faire indéfiniment, on va s'arrêter quand on a assez de données ou que le logiciel voilà, a une qualité qu'on estime suffisante. Donc là, je vais faire l'exemple juste pour quelques recettes de cuisine. On va pas, voilà, on va pas aller jusqu'à avoir une annotation parfaite. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le charger ce qu'on appelle
un tag set, donc un jeu d'étiquettes, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui vont nous intéresser. Donc c'est juste une séquence de chaînes. Voilà, ici, donc là, ce qui nous intéresse, ça va être des ingrédients et des quantités. Voilà, tout simplement. Et donc, en fonction de la tâche qu'on veut faire, on prend un autre tag set et ça devrait marcher exactement de la même façon. Donc une fois qu'on a chargé ce tag set, on va charger cette fois-ci un corpus. Donc ça va être un ensemble de documents. Donc là, ici, j'ai un dossier dans lequel j'ai une petite dizaine, 10-15 recettes de cuisine. Et puis, ce que je vais faire, du coup, c'est juste aller dans chaque recette de cuisine, annoter manuellement tous les éléments qui vont m'intéresser, c'est-à-dire les ingrédients et les quantités. Et une fois que j'ai ça, ben voilà, on va faire exactement ce processus-là. Donc, ici, bon, j'allais assez vite parce que des fois, ici, si on a des gambas ici, qu'on a des gambas là, normalement, il faudrait corriger parce que il n'y a que ces ingrédients-là qui nous intéressent. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller plus vite, donc on va être pas trop regardant sur voilà, ce qu'on a à noter. Donc, quand on a chargé le tag set, on a ici la liste des types auxquels on a droit et des raccourcis clavier, ici, pour effectivement annoter ce qui nous intéresse. Donc par exemple, ici, on a 8 gambas décortiquées. Ce qui va nous intéresser, ça va être gambas. Donc voilà, j'ai appuyé sur la touche I. Et là, à droite, SEM va afficher deux choses. Donc le premier, c'est la liste des annotations. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on annote un élément quelque part dans le texte, SEM est capable d'annoter l'ensemble de tous les éléments dans le même document. C'est-à-dire que si, par exemple, on annote un roman, par exemple, et qu'il y a un personnage qui apparaît 50 fois, ben, en juste un clic et deux pressions de touche de clavier, ben, on peut annoter 50 fois le personnage, voilà, d'un seul coup. Ce qui permet d'annoter en masse et d'aller extrêmement vite. Et il affiche également l'historique. Donc ça, c'est l'ensemble des annotations qui ont été faites. Voilà, donc un new ici, il apparaissait 3 fois. Et donc ça, c'est juste l'ensemble des annotations qui ont été faites par ordre antichronologique. Donc de la plus récente en haut à la plus ancienne en bas. Et donc on va annoter juste nos ingrédients et nos quantités. Donc voilà, 600 grammes, un bouquet, un filet, 10 grammes, 2 gousses. Et donc forcément, quand on fait des annotations, donc là je vais très vite parce que j'ai un petit peu révisé, il faut déjà se mettre d'accord entre voilà, les gens qui vont travailler sur ce projet. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur les conventions d'annotation. Par exemple, ici, j'ai annoté gambas, mais par exemple, voilà, il y a des gens, ils pourraient estimer que l'ingrédient, c'est pas des gambas, mais des gambas décortiquées, par exemple. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut convenir. Donc voilà, des normes, définir ce qu'on appelle un guide d'annotation, savoir qu'est-ce qui rentre dans les classes qu'on veut et qu'est-ce qui n'y rentre pas. Donc là, j'essaye de faire le plus simple possible. Voilà, donc on pourrait dire qu'ici que la quantité c'est 1 et pas un bouquet. Voilà. Donc ici, je vais juste prendre voilà, l'huile d'olive, gingembre, ail, oignon. Et donc, vous voyez, à chaque fois que j'annote, ici, il y a toutes les autres occurrences qui sont déjà annotées dans le texte. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, que si j'avais dû annoter manuellement chacun des éléments. Donc là, j'ai juste annoté tout ça, et puis là, tout le reste de la recette est déjà plus ou moins annoté. Voilà, il manque juste jus de citron. Hop, ici. Et du coup, là, a priori, j'ai tout annoté. Et du coup, maintenant, on a un document qui est annoté. Et même si c'est pas beaucoup, c'est suffisant pour éventuellement déduire quelques petites statistiques.
de cet exemple. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est entraîner ce qu'on appelle un modèle, donc un modèle par apprentissage. Hein. Donc, on lui donne des exemples. Et quand on clique sur le bouton Train, il y a une petite fenêtre de pop-up que je vais ramener ici, qui va s'afficher, qui va permettre de configurer, de paramétrer l'apprentissage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas envoyer tous les documents, mais seulement les documents qui ont des annotations, parce que on travaille sur un ensemble de corpus. Et donc là, on a beaucoup de fichiers, enfin beaucoup de documents qui ne sont pas annotés. Et on ne veut pas les envoyer pour l'apprentissage parce que sinon les statistiques seraient totalement faussées, parce que voilà, ces exemples ne sont pas encore, voilà, on n'a pas encore travaillé dessus, on serait totalement faussé. Et du coup, ce qu'on veut ici, c'est travailler sur donc, un workflow, donc voilà, une chaîne de traitement qui s'appelle cuisine. Et tout le reste, on va le laisser tranquille et on va juste appeler l'entraînement. Donc ça prend pas très longtemps parce qu'on n'a qu'un seul texte, hein, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc, ça vous affiche beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, il fait l'entraînement en tâche de fond. Et quand il a fini, il vous dit tout est OK. Les fichiers pour l'entraînement ici sont localisés à cet endroit-là. Donc ça, c'est utile quand on fait... ça, c'est plus, on va dire... voilà, dans mon domaine, on a besoin de savoir des qualités à un certain moment donné. Et il y a des paramètres qu'on peut régler à droite à gauche pour l'apprentissage. Et voilà, ce genre de sauvegarde, hein, ça permet de se souvenir de qu'est-ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait. Et là, ça m'indique que le modèle entraîné a été déplacé au bon endroit, ce qui va permettre de charger directement un système. Donc, à partir de ce moment-là, on a déjà un système qui est capable d'annoter des choses. Pas très bien, mais il est là. Donc, pour charger un annotateur, du coup, on va charger ce qu'on appelle un master. Et donc là, on va charger cuisine, celui sur lequel on était en train de travailler. Et on charge, on attend quelques secondes. Et puis là, voilà, c'est annoté. Donc quand on a chargé, le bouton Tag Document devient cliquable. Et si on veut voir un résultat sur ce document, on clique simplement dessus. Et là, il a réussi à trouver juste huile d'olive. Donc voilà, hein, c'était pour commencer, huile d'olive, hein, il l'avait déjà trouvé là. Donc forcément, avec aussi peu d'exemples, il ne sait pas faire grand-chose. Mais du coup, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va lui rajouter des exemples au fur et à mesure. Et on va voir qu'il se débrouille de mieux en mieux. Donc là, là tout de suite maintenant, je vais juste faire voilà, cette petite boucle de retour. Donc éventuellement, si voilà, il y a des questions là tout de suite maintenant, je peux éventuellement essayer d'y répondre. Sinon, bah, je vais juste vous montrer comment la qualité évolue au fur et à mesure. Donc ici, on a le bulbe de fenouil, 2 cuillères à soupe. Voilà, par exemple, ici, on aurait un cas sur lequel des gens pourraient très vite ne pas tomber d'accord. Donc ici, par exemple, on a le jus de 3 citrons verts. Donc est-ce que l'ingrédient c'est citron vert ou c'est le jus de 3 citrons verts? Voilà, il y a toujours un... Alors, on me demande... Alors, que contient le fichier de workflow? Alors, un fichier de workflow, alors je vais essayer de vous montrer ça. Ce qui contient... hop. Alors, ce qui contient, ça va être principalement juste une pipeline et une certaine configuration. Donc en fait, la pipeline, c'est juste l'ensemble des traitements, c'est vraiment juste la chaîne de traitement.
Voilà, c'est voilà, la chaîne de traitement qui va servir à avoir le résultat final, qui est ici avoir des voilà, extraire des quantités et des ingrédients. Voilà, ça contient voilà, c'est principalement ça et voilà, des options sur voilà, notamment l'encodage des fichiers et ainsi de suite. Je vais mettre ça derrière pour pas perturber. Voilà, donc on continue. Des codes de port seconde. Donc là concrètement, voilà, c'est l'idée voilà, de ce module, hein, c'est que souvent dans le monde réel, hein, voilà, on a rarement des modèles qui nous conviennent, même s'il y a beaucoup de logiciels qui existent et qui permettent d'avoir déjà des annotations. C'est rarement, enfin c'est assez fréquent de tomber sur des cas où soit ça annote pas assez de choses, soit ça annote ce qu'on veut mais de manière différente de manière différente. Donc l'idée c'est voilà, d'avoir ce genre d'interface pour faciliter le travail d'adaptation, parce que voilà, si on annote, par exemple, SEM a été entraîné sur ce qu'on appelle le French Tree Bank. Donc c'était un recueil un recueil de phrases extraites du monde. Donc c'est donc c'est des news, voilà, des news dans un langage qui est plutôt, on va dire, voilà, plutôt soutenu. Et il s'avère que, par exemple, si on veut traiter soit de l'oral retranscrit à l'écrit, ça va pas être le même niveau de langue. Il y a beaucoup d'adaptations qu'on peut avoir. Ou nous, ce sur quoi on a pu travailler, c'était également des textes. Ah oui, je suis passé un peu vite là. Excusez-moi, j'étais perdu dans les dans les explications. Donc on voit que il a reconnu plus de choses cette fois-ci. Donc, ouais, donc je vais peut-être le faire pour le prochain. Donc ce qu'on voit, c'est que de base, plus j'annote, plus lui était capable de retrouver des choses. Donc là, je suis passé un peu trop vite dessus. Et donc il est aussi capable de faire des erreurs. Par exemple, ici, il avait noté juste un slash au lieu de une demi-cuillère à café. Donc voilà, on sent que le programme il commence à apprendre petit à petit, mais pour le moment il n'est pas encore trop sûr de ce qu'il doit faire et il commet des petites erreurs. Donc typiquement le genre d'erreur qu'on peut avoir, c'est des erreurs ce qu'on appelle de frontières, c'est-à-dire il a commencé à noter quelque chose correctement, mais soit il va annoter trop d'éléments, soit pas assez. Ou sinon on peut avoir des erreurs de type, mais bon là sur un ensemble aussi simple, hein, en général il n'y a pas trop d'erreurs de type. C'est par exemple pour voilà, le cas typique des news, hein, ce serait confondre une personne et une entreprise. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Dupont SA et il aurait annoté Dupont comme une personne et non pas une entreprise. Voilà, donc là 2 minutes ici, voilà. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle une erreur de bruit. Donc il a noté 2 en tant que quantité, mais ici c'est un nombre de minutes. Donc c'est pas le genre de quantité qui va nous intéresser. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les quantités d'ingrédients. Voilà, donc on réentraîne. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Donc, plus on va lui donner d'éléments, mieux il va se débrouiller. Et donc là, voilà. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, hein, il était capable de reconnaître simplement huile d'olive ou ail. Et par exemple, ici, il a reconnu laurier et beurre. Et je suis à peu près certain que beurre ici, il n'est pas là. Il n'y en a pas non plus ici et il n'y en a pas là non plus.
Voilà, donc par exemple ici beurre et lait, il me semble. Voilà, c'était des choses qu'il ne connaissait pas et qu'il a pu, grâce à ces statistiques, être capable de retrouver tout seul, sans, voilà, c'est pas simplement, il est capable de reconnaître ce qu'on lui a donné et puis il apprend rien. Non, ce genre de logiciel, avec les statistiques, il fait des observations au niveau de la phrase, enfin voilà, au niveau de la phrase, et il est capable de faire des déductions. Donc en fait, c'est un système qui va générer ses propres règles d'une certaine façon, et du coup, ces règles vont lui permettre de trouver des choses qu'il ne connaissait pas à la base, et de détecter voilà, des éléments qui sont a priori inconnus. Voilà, donc ici il était capable de distinguer beurre et laurier, il ne savait pas ce que c'était non plus, et il l'a quand même retrouvé. Et donc l'idée, c'est voilà, c'est les statistiques. C'est plus on a d'éléments, ben, plus les statistiques vont être pertinentes et il sera capable d'avoir des règles qui seront pertinentes. Voilà, et par exemple, voilà, ici il a extrait plat comme un ingrédient. Donc ici, plat, il l'a noté ici et là. Donc plat, on sait que ce sera jamais un ingrédient, sauf erreur de ma part, plat, on est à peu près certain que ce sera jamais un ingrédient. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est on peut tout supprimer d'un seul coup. Par exemple, là, je sélectionne n'importe quelle annotation plat et je fais Shift Supr, par exemple. Hop. Et là, il m'a supprimé l'ensemble des annotations plats dans le document. Donc voilà, c'est très facile dans Scène de corriger ces erreurs. Voilà, voilà, c'est soit les éléments qui sont en trop, soit les éléments qui sont voilà, annotés de manière assez incorrecte. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de moyen d'étendre, on va dire, une annotation sur laquelle il manquerait des choses. Voilà, on supprime l'annotation et on en recrée une autre. Voilà. Et donc, on peut continuer comme ça. Voilà, donc ici, à chaque fois que je fais une étape d'apprentissage, je recharge à nouveau le workflow. Parce que ces modèles sont créés, donc c'est des fichiers concrètement, ils vont être mis au bon endroit, mais pour le moment, en tout cas, SEM ne sait pas faire la mise à jour, ne sait pas faire la mise à jour de ces modèles tout seul. Donc il faut toujours lui dire de recharger le modèle à chaque fois. Voilà, donc là il arrive à retrouver ce que c'est jambon, une tranche, mais voilà, des fois il y a des choses qu'il n'arrive pas à trouver, comme ici une baguette. Donc là ici il a noté oignon alors que ça devait être oignon blanc parce que c'est autre chose, c'est pas juste voilà, des oignons émincés par exemple. Hop, ici, non pas croustillante, juste la baguette. Voilà, et donc voilà, hop là. Donc ça on peut continuer de le faire pendant un certain temps, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais peut-être raccourcir le processus. Hop là, donc je vais fermer l'interface et je vais la réouvrir. Hop. Ah oui, forcément, ça m'a retiré. Voilà. Alors, j'ai prévu un peu le coup, donc j'ai déjà annoté tout ça, histoire de ne pas avoir à faire l'annotation de l'ensemble du corpus. Oups. Voilà, donc ici, à chaque fois qu'on relance l'interface, il ne sauvegarde aucune configuration, donc il faut toujours tout recommencer depuis zéro, entre guillemets. La seule chose qu'on peut sauvegarder, ce sont les annotations. Donc je vous montre ça juste après. Hop.
Hop là. Voilà. Donc voilà, le miracle du temps est passé. Voilà, voilà la shortcut en live. Du coup, là, on a notre ensemble à noter. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va appeler ici un ensemble avec des annotations de référence. Hein. On va dire que on estime que c'est ça le résultat qu'on attendait. Donc là, je vais faire un dernier entraînement. Donc là, cette fois-ci, je peux prendre tous les documents et je vais pouvoir créer le modèle final ici. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a un modèle, ce qu'on veut faire, hein, c'est pas travailler sur le corpus sur lequel voilà, on veut avoir des annotations. Maintenant, ce corpus il est fini, donc on va le laisser tranquille. Et ce qu'on veut faire, hein, c'est annoter de nouveaux textes pour que ensuite on puisse faire des statistiques dessus éventuellement. Et la première statistique qu'on va vouloir faire, c'est faire une estimation de la qualité du modèle. Donc voilà, on lui a donné un certain nombre de documents à noter, on a des exemples, on a fait des statistiques. Il se débrouille, ok, mais avec quelle qualité? Parce que si on a des annotations qui sont fausses, hein, si par exemple, je ne sais pas, la moitié des personnes sont des organisations et que la moitié des entreprises sont des lieux, voilà, on a un système qui serait très mauvais, ben c'est pas possible de travailler avec. Voilà, on a besoin voilà, on a besoin d'avoir une estimation de la qualité parce que pour les gens qui vont travailler avec le logiciel après, ben, c'est important pour eux d'avoir des entrées qui soient suffisamment correctes. Et donc on peut estimer, voilà, si par exemple il a 90% de qualité, c'est suffisamment bien, ou est-ce qu'il faut encore travailler parce qu'on veut une entrée quasi parfaite, et ainsi de suite. Donc pour annoter de nouveaux documents de manière plus simple, SEM a une deuxième interface graphique qui ici est beaucoup plus réduite que l'autre. Donc elle se lance soit par le terminal, soit soit on peut également la lancer. Hop, il y a un script également pour les gens qui voilà, veulent juste faire un double clic. Normalement celui-là. Voilà, qui permet de lancer également l'interface. Voilà, donc si vous voulez juste annoter de nouveaux documents, il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître voilà, en terminal. Hein. On a un fichier, on double-clique dessus et puis ça ouvre l'interface. Et donc du coup, là ce qu'on veut faire, ben, c'est prendre le workflow cuisine, forcément. Et on va sélectionner des fichiers qui vont être sur notre ordinateur. Donc là, je les ai mis quelque part ici. Évaluation. Hop, et là, je vais prendre 3 fichiers ici. Donc 3 nouveaux fichiers, hein, forcément, parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et l'idée, c'est de voir comment lui va se débrouiller pour annoter ces 3 fichiers-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est du coup, une fois qu'on a sélectionné les 3 fichiers qu'on voulait annoter, on peut juste lancer SEM. On va cacher un petit peu le terminal qui est toujours un petit peu happant, on va dire. Oui, je vais relancer une annotation parce que j'ai fermé la pop-up. Voilà. Quand il a fini, SEM affiche une pop-up qui indique le chemin où on peut récupérer les résultats. Donc ici, il affiche le chemin en absolu. Donc malheureusement, ça c'est pas encore cliquable. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans le terminal directement et il affiche également dans le terminal où cette fois-ci on peut copier-coller le chemin vers les fichiers de sortie. Donc de base, ce que SEM sort, c'est du HTML. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que non seulement il a nos entités ici, donc voilà, nos ingrédients et nos quantités. Donc on voit qu'ici que la notation est totalement imparfaite. Mais il y a également ce qu'on appelle les part of speech, donc les catégories morphosyntaxiques.
Donc ça fait partie des pré-traitements hein, qui sont visibles dans le fichier workflow. Donc ça fait partie de l'ensemble de la chaîne de traitement. Et bon, voilà, c'est pas le but du tuto, mais l'intérêt des part of speech, c'est que c'est intéressant de savoir si, par exemple, on a des noms communs. Par exemple, ici, une patte, une et pattes vont être respectivement un déterminant et un nom commun. Et donc, ce genre d'information, ça peut l'aider également à deviner qu'est-ce qui est éventuellement soit une quantité, soit voilà, un ingrédient. Donc l'inconvénient de ce format, c'est que très bien, c'est très joli, c'est voilà, c'est surligné avec des couleurs, mais on ne peut pas trop faire la notation avec, l'évaluation de notre système avec. Donc pour ça, c'est pas grave. SEM, il a été prévu pour être utilisable avec beaucoup d'autres programmes. Donc on peut voilà, on peut dire par exemple BRAT, qui est un outil d'annotation qui avait été utilisé plutôt pour ce qu'on appelle du bio-NLP, donc c'était retrouver des protéines et ainsi de suite, et avec lequel on peut faire on peut annoter des choses différentes. Le format Gate, donc qui est un outil très utilisé pour faire de l'analyse linguistique. Donc voilà, effectuer une analyse morphosyntaxique, ça peut être une première étape pour faire des analyses qui seraient peut-être un peu plus poussées par ailleurs dans Gate, et d'autres formats de fichiers qui sont également utiles pour d'autres choses. Donc le format qui nous intéresse ici, ça va être le format BRAT pour faire l'évaluation. Et donc cette fois-ci, on va relancer. Voilà, tout se passe toujours très bien. Et du coup, on va aller chercher un petit peu nos fichiers. Outputs. Et donc, on a nos fichiers ici sous format BRAT. Donc, je ne vais pas trop vous détailler. C'est juste un fichier dans lequel on a notre texte brut, ici. Voilà, on a juste le texte. Et les annotations qui sont dans un autre fichier à part. Voilà, donc c'est un format qui a l'avantage d'être très simple et très facile à utiliser pour faire l'évaluation. Donc là, malheureusement, il va falloir passer un petit peu par le terminal. Parce que voilà, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles via l'interface graphique, malheureusement. Et donc pour faire l'évaluation, ouais, peut-être juste un petit mot avant. Alors SEM, je l'ai fait sur le français, mais plus généralement, SEM n'est pas spécifique au français en soi. Par exemple, j'ai pu travailler sur des textes en hébreu, voilà, des textes en hébreu ancien et des textes en russe contemporain. Donc voilà, il suffit, voilà, SEM peut se configurer pour voilà, faire des chaînes de traitement dans d'autres langues que le français. Voilà, c'est pas spécifique au français, c'est juste que voilà, j'ai travaillé quasiment que sur le français, donc voilà, il n'y a que le français qui a le privilège, on va dire, d'avoir voilà, des modèles préentraînés. Et donc ici, bon voilà, je suis désolé, hein, je vais vous montrer un tout petit peu de terminal. L'inconvénient de SEM, quand on veut évaluer la qualité, c'est que il n'est concrètement capable d'évaluer la qualité que sur un seul fichier, ce qui est un petit peu dommage quand on a tout un corpus avec plusieurs documents. Mais c'est qu'à moitié grave. Si on veut avoir un seul document, on va juste concaténer l'ensemble du corpus. Hop. Voilà, donc je vous montre, voilà, c'est juste. Alors que je fasse pas d'erreur. Hop, voilà, on va juste donner. Voilà, et
Ah, forcément, ce serait pas drôle. D'accord, donc je vais les donner un par un, ça marchera sans doute mieux. Ah oui, d'accord, c'était ça l'erreur, sans doute. Désolé, hein, c'est les joies du direct, malheureusement. Ah bah oui, c'était sans doute ça l'erreur. Oui, voilà, c'était ça. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu distrait, donc forcément je fais pas tout comme il faut. Voilà, cette fois-ci ça marche. Voilà, c'était pas un bug, promis. Voilà, c'était juste moi qui faisais n'importe quoi. Donc Et là, donc, Johan, tu m'entends? oui, Dans ton terminal, ce que tu fais, c'est que tu compares un fichier de base avec le fichier annoté. Parce que alors, là, alors presque, pas tout de suite. Euh, Là, parce que c'est un peu abscon peut-être, tu vois, là, ta oui, fenêtre noire, mais tu vas l'expliquer. oui, oui, oui. Donc en fait, pour évaluer cet ensemble que je viens d'annoter, donc c'était l'ensemble des 3 nouveaux fichiers ici. Voilà. Donc là, c'est un peu une limitation de SEM actuelle. Donc là, j'ai plusieurs fichiers, mais je peux en comparer que un ensemble à la fois. Ce qui veut dire que si je veux comparer 3 fichiers, je vais d'abord devoir faire voilà, d'abord devoir concaténer l'ensemble de mes fichiers avant de faire la comparaison concrète. J'y reviens dans 30 secondes. Bref. Voilà, donc petite interlude terminale presque terminée. Donc ici, on a nos 4 fichiers ici, donc qui sont très mal, qui sont les pires noms que j'aurais pu imaginer. Donc ici, on a nos fichiers de résultats du système, et ici, on a nos résultats de référence. Et donc, pour évaluer la qualité du système, c'est très simple. On va faire les différences entre ce que le système donne et la référence qu'on attendait. Et si par exemple il y a un oubli sur, voilà, il a noté par exemple un élément, il aurait dû en retrouver 2. Voilà, il a trouvé un ingrédient sur les 2. On va dire que le rappel, c'est-à-dire le fait de récupérer les bons éléments, ce rappel il est à 50%. Donc un bon élément sur 2 qu'il aurait dû annoter. Et parallèlement au rappel, il y a ce qu'on appelle la précision, c'est-à-dire le nombre d'éléments corrects parmi ceux que le système a donné. S'il vous a donné 5 éléments et qu'il y en a 3 de bons, ben, la précision elle va être de 3 sur 5. Voilà, donc forcément 3 sur 5 ça fait 60% a priori. Voilà, donc la précision sera de 60%. Et du coup, on va lancer le module d'évaluation pour avoir une estimation de la qualité de ce qu'on vient de faire. Alors, je suis désolé, ça va afficher beaucoup de choses. Donc je vais d'abord faire un petit clear, voilà, histoire d'avoir une console propre. Alors ça va afficher beaucoup de choses qui ne seront pas forcément toutes utiles ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le fichier de sortie du système. Et ensuite, je vais donner le fichier de référence. Alors, que je ne me trompe pas. Ah oui, alors forcément, il y a plein d'options, donc des fois ça m'arrive de me tromper aussi. Hein. Hop. Alors je suis désolé. Voilà, pourtant je me suis préparé, mais ça arrive de temps en temps. Ah oui, ça. Alors. Bon, voilà, je suis désolé, ça affiche pas exactement les choses telles que j'aurais voulu. Et ouais, il y a beaucoup de En fait, c'est qu'il y a beaucoup de configurations, comme il faut gérer beaucoup de fichiers, de formats de fichiers différents, que chaque format de fichier a sa propre façon de représenter les choses.
Il y a beaucoup d'options et on peut s'y perdre assez vite, hein, mais voilà, même moi, ça m'arrive. Et donc là, il affiche voilà, il affiche déjà beaucoup de statistiques. Et concrètement, ce qui va nous intéresser ici, ça va plutôt être voilà, les deux gros premiers blocs, et particulièrement ce deuxième gros bloc, qui va donner des évaluations sur le fait qu'il arrive à retrouver ou pas les éléments qui nous intéressent, ou voilà, et une qualité globale du système. Donc voilà, chaque élément ici, donc là les ingrédients, il a sa précision, hein, donc le nombre d'ingrédients corrects parmi ceux que le système a récupéré, donc cette précision-là est de 52%, donc on va dire qu'il y a un ingrédient sur deux à noter qui sont corrects. Et le rappel, donc c'est quand il doit retrouver par exemple 5 ingrédients, là on va dire 6, voilà, 6 ingrédients par exemple. Là, le rappel de 0,3, c'est à peu près un tiers. Ça veut dire que s'il devait en retrouver 6, il en a retrouvé 2 correctement. Voilà, donc ça, c'est le rappel et la précision. Et donc, le F-score, c'est ce qu'on appelle une moyenne harmonique. Donc, c'est juste une moyenne, on va dire, pour faire simple, entre la précision et le rappel. Et on peut avoir ici voilà, la qualité globale du système qui est on va dire, 60% de précision. Donc c'est voilà, c'est 3 sur 5 éléments notés qui sont bons, 40% de rappel, donc ça ferait 2 sur 5. Voilà, et voilà, une qualité globale, score de 45. Donc c'est pas encore ça, mais bon, il n'y avait que 13 recettes de cuisine, hein. Les corpus sur lesquels on travaille d'habitude, c'est plus, voilà, ce serait 10 à 100 fois plus gros que ça, éventuellement, voilà, avec beaucoup de personnes qui annotent. Mais voilà, ce genre de qualité, c'est on part de rien, concrètement, on fait une annotation soi-même, et quand on est rodé, ce genre de chiffre, c'est au bout de 15 minutes. Voilà. Sachant que la qualité peut continuer d'augmenter avec le volume. Voilà, donc on met plusieurs personnes qui travaillent dessus pendant un jour ou deux, et puis on aurait des qualités qui, à mon avis, avoisineraient plus les 80 à 90% de qualité. Voilà. Voilà, pour cette tâche-là, hein. Après ça dépendra toujours de la tâche. Donc du coup là, j'ai plus ou moins fini la présentation de la création d'un système qui permet de détecter les éléments pertinents. Donc s'il y a éventuellement une petite question, je peux la prendre avant de montrer une autre possibilité voilà, de ce qui a déjà été fait dans SEM plutôt. Alors On entend très loin. Il y a quelqu'un oui, qui essaie de parler, mais on entend très très loin. oui. Benoît, tu as la main sur le micro peut-être? Non, puis surtout, je vois pas d'où est parti le son. Alors peut-être que le mieux, c'est de passer soit par le chat, Par le soit par chat. Ah, c'est pas mieux. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une question, pas. Est-ce que ou si c'est un micro qui est pas coupé et qui prend du son derrière Oui, c'est peut-être ça. Oui. Anna, ton micro est pas coupé. Je sais pas si c'est dans ton bureau qu'il y a du bruit. Moi, j'ai une question. C'est chez Pierre, en tout cas, le son part de chez Pierre, on le voit très clairement. Pierre nous indiquait en début de séance. Mais avec une voix de femme. Moi, j'ai juste une question. Donc, du coup, moi, je suis pas du tout linguiste. C'est pas ma discipline et tout. Mais tu nous as parlé de phrases. Et dans les recettes, moi, je n'ai pas bien identifié les phrases, en fait. Pour moi, Ouais. il n'y avait pas de point. Oui. Alors. Pas de femme non plus. Oui, alors ça c'est justement l'avantage, c'est que
Bah, si entre guillemets vous n'avez pas vu les phrases, mais que ça marche quand même sans voir les phrases vous, c'est que malgré tout c'était quand même plutôt bien fait. Ça veut dire qu'il arrive très bien à se débrouiller. Alors concrètement, SEM utilise plusieurs heuristiques pour détecter ce qu'est une phrase. Donc pour le moment, pour détecter ce qu'est un mot et ce qu'est une phrase, SEM utilise des règles. Donc on peut très bien imaginer entraîner un système pour lequel on dit c'est quoi un mot, c'est quoi une phrase, et on lui donne voilà, des documents avec des textes déjà segmentés, et après il essaie de retrouver lui-même. Donc là, ce que j'ai fait, c'est plutôt un système à base de règles. Et donc, par exemple, ici, on a notre document, et donc il y a plusieurs indices pour savoir c'est quoi la fin d'une phrase. La présence d'une ligne vide, excusez-moi, ici. Donc, si on a une ligne vide, SEM va considérer que c'est déjà la fin d'une phrase. Voilà. Si on a un seul retour à la ligne, par exemple ici on a la recette par Pascal de très jolis doigts de sorcière à grignoter à l'apéro. Donc là il y a bien le point à la fin de apéro. Mais ici il y a un seul retour à la ligne et lui va considérer que c'est juste un bloc de paragraphe. Parce que ça pourrait être du texte formaté, par exemple. On a eu par exemple un PDF qu'on a OCRisé, par exemple. Et le texte va arriver dans une certaine colonne. Donc pour gérer ce genre de cas, on considère, enfin SEM considère en tout cas, que s'il y a juste un gros bloc de texte, ça peut, voilà, le retour à la ligne n'est pas suffisant pour constituer une fin de phrase. Mais quand on a une ligne vide, voilà, lui il va considérer que la phrase est terminée. Donc après il y a plein d'heuristiques qui se basent sur des observations un petit peu locales. Voilà, si par exemple on a une majuscule suivie d'un point, voilà, il n'est pas impossible que SEM ne considère pas que ce soit une phrase. Voilà, si on dit, voilà, l'exemple George W. Bush, bah voilà, W, il y a sans doute le point après, peut-être plus toujours, mais voilà, si c'est George W. Bush, ben W. Il va considérer que c'est un mot et que c'est pas voilà, c'est pas une fin de phrase. Et donc voilà, tout ça c'est juste un ensemble de règles un petit peu locales que j'ai faites moi-même. Voilà, en essayant de reproduire au maximum. Donc je vous avais dit, SEM a été appris sur ce qu'on appelle le French Tree Bank. Donc c'est vraiment des articles du monde. Ces articles, ils ont été segmentés en phrases manuellement, puis segmentés en tokens manuellement, et annotés de manière, voilà, avec de la syntaxe. Et l'idée, c'est que du coup, il y avait déjà ces phrases et ces tokens, et que j'ai essayé de reproduire le mieux possible cette segmentation-là. Parce que si on a des segmentations qui diffèrent par rapport à l'entrée attendue par SEM, ben, c'est une source en fait de perte de qualité. Voilà. Parce qu'il attend le texte segmenté d'une certaine façon, et puis si c'est segmenté autrement, ben, il n'est pas impossible que voilà, on ait des pertes de qualité qui se fassent voir. Si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Johan, quand tu dis, tu parles souvent de qualité, un texte, c'est pas Oui. beaucoup, mais quand même, on a vu, ça te permet d'apprendre, que la qualité augmente avec le nombre de textes. Est-ce que tu as une idée, parce que c'est un peu à la mode dans l'active learning, de quel est le minimum nécessaire pour qu'il apprenne et quel est le maximum, en fait? À quel moment ça ne sert plus à rien d'ajouter des textes? Est-ce que tu as une idée de la volumétrie de tout ça? Alors, cette question, c'est un peu délicat. Donc, voilà, je vais faire, comme disait l'un de mes profs, c'est la réponse de Normand, ça dépend. Voilà, voilà, on remarque qu'on a déjà, on va dire, ici pour des textes de cuisine, avec ces 13-15 cuisines, 13-15 recettes, on a une qualité qui est, bon, pas super, on va dire. Mais on a quand même une qualité qui est déjà à 50, on va dire à 50%, avec juste 10 textes, hein, ça prend 20 minutes à faire. Donc je pense que pour un cas de recette de cuisine où c'est pas très compliqué, ça peut aller très très vite. Par exemple, ça peut demander une journée, donc ce serait quoi, une cinquantaine de recettes de cuisine. En fait, l'idée c'est plus d'avoir des textes qui sont assez différents. Donc par exemple, si on prend, je sais pas, que des desserts, par exemple,
Ça va devenir très bon sur les desserts, mais après ce sera peut-être beaucoup moins efficace pour un plat principal. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir plusieurs, voilà, d'avoir une bonne variété aussi dans les textes. Et ouais, je pense que pour des recettes de cuisine, je pense qu'une cinquantaine de recettes, ça devrait déjà être pas mal. Et sur la question du maximum, tu bottes en touche en fait. Alors pour la question du maximum, on va dire, bah, c'est la magie des statistiques, hein, plus c'est gros, plus c'est beau. Voilà, plus il y a de texte, mieux ce sera. Ça va vraiment dépendre de la tâche. Mais par exemple pour des recettes de cuisine, j'ai du mal à imaginer que voilà, on ait des améliorations notables si on a 500 textes de cuisine ou même 200. Je pense que voilà, une limite assez raisonnable, ce serait une centaine de textes de cuisine. Voilà, donc ce serait peut-être une journée de travail. Et après, je suis pas spécialement convaincu qu'on ait des améliorations qui soient, voilà. Mais voilà, en fonction des domaines, ça dépend. Par exemple, là pour le part of speech, Le Monde fait 10 000 phrases, par exemple. Et j'ai du mal, donc on est déjà à des qualités qui sont très très bonnes, hein. Donc là, c'était pour retrouver les catégories grammaticales, on est à un tout petit peu moins de 98% dans le meilleur des cas. Donc on est genre 97,5, 97,7, je sais plus, quelque chose dans ces eaux-là. Ma mémoire me fait un petit peu défaut. Mais là, après, je pense que c'est plus des gains. Je pense que ça servirait à rien, par exemple pour le cas du Monde, où on a 10 000 phrases, ça ne servirait pas à grand chose d'ajouter 100 phrases. Mais je pense que c'est plutôt multiplier le volume du corpus. Par exemple, je pense que si on voulait avoir des gains vraiment notables, il faudrait doubler la taille du corpus, éventuellement, parce que sinon, je ne suis pas convaincu qu'on ait beaucoup de gains. Et en fait, c'est un petit peu le problème. Je pense que des fois, ça peut. Ouais, c'est assez difficile à estimer, hein, très, très honnêtement, la taille du corpus. Et c'est que quand on commence à avoir des systèmes qui sont très bons, donc on va dire plus de 90 voire 95%, après l'augmentation du volume, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, quoi. Enfin, c'est plutôt multiplier la taille du corpus, ce qui n'est pas toujours, voilà, ce qui est pas toujours possible. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. Merci. Je ne sais pas si tu vois d'autres questions dans le chat ou si tu veux passer à la suite. Ouais, alors j'avais peut-être montré peut-être un petit peu voilà, un petit exemple de ce que SEM est capable de faire. Donc un truc qui est, j'estime en tout cas, plutôt joli. Donc ces derniers temps sur SEM, j'ai travaillé sur l'annotation de Weekly News. Donc c'est des textes donc faits par le projet Wiki, donc Wikipédia. L'un des gros avantages de ces textes, c'est qu'ils sont sous licence Creative Commons, donc c'est des textes qui sont libres. Donc le French Tree Bank, ben forcément, il est soumis aux droits d'auteur du monde d'abord. Donc en fait, ça peut éventuellement causer quelques petits soucis, même si globalement, voilà, les textes sont libres. Voilà, ceux-là sont plus libres, plus accessibles, et un petit peu à la manière de ce que font certaines personnes voilà, dans d'autres corpus. L'idée, c'est de fournir des textes libres, annotés avec des annotations libres, et voilà, éventuellement, voilà, là c'est plus un doux rêve qu'autre chose, hein, voilà, ce serait éventuellement avoir des personnes qui peuvent corriger, voilà, un petit truc communautaire, on va dire. Mais donc, quelque chose que SEM sait très bien faire, c'est par exemple annoter directement des pages web. Donc pour faire une démo, par exemple, ici, on va prendre cette page, hein, c'était juste la dernière news disponible. Donc là, pour le moment, voyons voir, je vais peut-être pouvoir le faire par le GUI. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a plusieurs workflows. Donc je vais reprendre un des workflows qui existait déjà, ici NER, que j'ai un petit peu reconfiguré pour que ça marche bien comme il faut maintenant.
ça je vous montrerai après. Ah oui, non, d'accord, oui, ça peut pas marcher parce que ça ne prend pas les URL. Voilà. Hop là, donc il faut passer par le terminal malheureusement. Donc ça fonctionne quasiment de la même façon. Voilà, c'est juste que sur la GUI on peut pas prendre des pages web. Donc ici c'est exactement la même chose mais sans truc visuel. Donc il faut donner soi-même les chemins vers les chaînes de traitement. Donc ici on va donner le chemin vers la chaîne de traitement NER, donc NER pour Named Entity Recognition. Donc ça va donner les personnes, les lieux, les entreprises et les organisations, principalement. Voilà, ça va donner d'autres choses, mais ouais, principalement ces types-là. Et donc là, on peut juste prendre l'URL, hop, et on va lui donner un dossier de sortie. Voilà, on va le mettre là. Et donc voilà, ça tourne. Donc ça, c'était ce qui était caché quand on passe par les interfaces graphiques. Et ce qu'on a, c'est un joli résultat normalement. Alors j'en ai deux, donc je vais essayer de cliquer sur le bon. Voilà, on a un très joli résultat avec la page web où dedans on a réussi à surligner les différentes personnes, les différentes entreprises et, voilà, et les organisations. Donc là je dirais que a priori ça c'est un journal, donc il l'a bien retrouvé. Voilà, là en lisant comme ça je pensais que ça aurait été une personne. Voilà, et donc typiquement ce que ça peut faire, donc voilà, le monde a été récupéré. Donc ça, voilà, ce que éventuellement on peut faire, c'est voilà, accélérer un petit peu la lecture d'un article, par exemple, où ici on voit tout de suite tous les acteurs pertinents. Donc on voit Carlos Ghosn, voilà, Nissan, Renault Nissan, le quotidien ici. Voilà, comme ça, d'un seul coup d'œil, on arrive à lire la page web de manière voilà, beaucoup plus clairement. Sachant que ici, je me suis débrouillé pour qu'on puisse, voilà, les liens sont préservés. Voilà, on peut renaviguer sur le web quand même avec ce genre de page. Voilà, donc ça c'était une façon de faire. Après, voilà, ça c'est bien, c'est très joli. Mais ce que peut faire SEM, voyons voir. Donc là, on va aller un petit peu configurer concrètement, parce que voilà, c'est. Ah oui, je précise. Je suis en train de voir ça, c'est un peu évident pour moi, mais ça l'est pas forcément. SEM, on peut configurer des feuilles de style ici. Par exemple, là, les personnes, c'est pas, voilà, c'est pas généré automatiquement ces couleurs. Donc c'est des feuilles de style qu'on va donner. Et voilà, pour avoir des personnes en bleu ou des personnes dans une autre couleur et ainsi de suite. Donc ça, tout ça c'est configurable. Et de base, ça, voilà, ces fichiers existent pour par exemple les personnes, mais j'ai dû en faire un autre pour ici avoir les ingrédients et les quantités. Donc voilà, si on fait un nouveau jeu d'annotation pour, je sais pas, par exemple, voilà, là on est en, voilà, ça parle de Nissan, mettons, hein, donc voilà, annoter les différentes marques de voitures, ou je sais pas quoi, ou les différents moyens de locomotion, donc les voitures, les vélos, la moto et ainsi de suite. Voilà, il faudrait recréer une feuille de style voilà, CSS, parce que sinon ça s'afficherait pas très bien. Donc ça c'est une sortie possible, et du coup ce que je vais faire, hop là, je vais fermer ça, et j'avais un peu des trucs qui existaient déjà, donc je vais les supprimer. Donc, donc ces fichiers permettent de configurer SEM, donc c'est du XML, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, c'est utilisable. Et donc on peut notamment configurer le format d'export et d'autres options. Donc par exemple ici j'avais dit de ne pas retirer le HTML de la page, mais si par exemple on veut juste annoter des pages web mais récupérer seulement leur contenu textuel, voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, on met juste yes,
Et je vais changer ici aussi le format d'export. Donc voilà, c'est juste le format HTML, mais ce format-là, du coup, avec un onglet par annotation. Voilà, et là, du coup, on va juste relancer exactement la même ligne de commande, hein, mais avec cette fois-ci voilà, cette pipeline qui a été mise à jour. Là, il faut attendre un petit peu. Voilà, là. Et hop, voilà, on a à nouveau voilà, le fichier HTML hein, qui vient d'être généré. Hein, vous voyez, j'ai rien dans les manches. Hein. Et voilà. Et là, cette fois-ci, il a juste extrait le texte. Hein, il a vraiment voilà, retiré tout le texte. Hein. C'est exactement le même texte qu'il y avait sur l'autre page, sauf que cette fois-ci, on a retiré le HTML, tout le formatage HTML. Et on a exactement les mêmes annotations. Voilà. Et donc après, on peut éventuellement le transférer dans un autre format. Voilà, par exemple le Gate, le format utilisé par Gate pour l'utiliser dans Gate. Donc on l'avait utilisé également dans un outil. Enfin, j'ai également fait un format de transfert vers Analec qui est utilisé dans un autre outil qui s'appelle TXM pour faire de la notation assez générale. Voilà, les formats de sortie dépendent un petit peu de, voilà, les gens demandent et puis voilà, si ça rentre, voilà, si on arrive à avoir une bonne collaboration, voilà, on peut créer des nouveaux formats d'export, voilà, ça se fait, voilà, ça se fait et voilà, en fonction de ce qui nous intéresse, voilà, on peut avoir différents formats. Donc hein, on voit bien que ici on avait le format HTML, mais tout à l'heure avec le format ici, j'y retourne. Le format BRAT, ici, c'était deux fichiers différents. Et une fois qu'on a les annotations, hein, c'est juste une façon d'écrire les fichiers. On pourrait très bien avoir, par exemple, je sais pas, un tableur Excel hein, qui listerait l'ensemble des entités, par exemple, et avec leur comptage. Voilà, et ainsi de suite. Ou on pourrait même donner ce genre de fichier en entrée à d'autres programmes qui, par exemple, alors ici, ça va pas être très évident, mais par exemple, on pourrait essayer d'extraire les relations qu'il y a entre les entités nommées. Par exemple, ici, Nissan a confirmé que Ghost avait dissimulé des revenus au fisc. Voilà, donc ici, Nissan et Ghost ont une certaine relation, donc on pourrait essayer de les extraire et essayer de trouver des liens entre les différentes entités dans l'ensemble d'un corpus. Voilà, donc par exemple, trouver que voilà, une entreprise Y a financé la campagne électorale d'un candidat X, et il s'avère qu'elle a aussi financé la campagne présidentielle d'un autre candidat Y, et ainsi de suite. Voilà, on peut trouver des choses assez intéressantes comme ça. Il y avait eu un autre projet où c'était donc à partir de l'extraction des entités nommées. Donc ça, c'était il y a quelques années dans un projet ANR. Donc ils avaient utilisé les entités nommées extraites par SEM pour pour essayer de trouver des communautés en fonction des thématiques et des entités qui revenaient. Et du coup, ils faisaient ensuite des graphes en fonction de voilà, il y a des communautés qui parlent de cette personne, des communautés qui parlent d'autres personnes, et ainsi de suite. Et on pouvait voir des liens entre les différentes communautés, éventuellement, ou pas du tout. Voilà. Du coup, Johan, j'avais une question qui Sandrine l'a posée dans le module aussi, par rapport au format d'entrée sur l'interface graphique, là, quand on a fait rentrer les textes, on a vu qu'on pouvait rentrer du TXT, du XML, et puis il y avait trois petits points. Oui, alors attendez. Hop là, je vais relancer. Donc, alors ça ne gère pas tout, hein, mais ça gère des choses. Oups, si j'oublie. Donc dans cette interface, hein, c'est ça? Ou, Oui, je pense, ouais. voilà. Donc en fait, voilà, ici il y a l'ensemble de tous les fichiers qui sont actuellement gérés.
Donc SEM, il utilise des formats de fichiers particuliers en interne, qui sont un XML. Il est capable de lire des fichiers texte, donc c'est vraiment juste le texte brut, des fichiers BRAT, qui sont des fichiers déjà annotés. Et donc on peut également, par exemple, donc là c'est vraiment les fichiers sur ordinateur, mais c'est capable également d'ouvrir les URL. Donc par exemple on pourrait prendre ce texte-là, voilà, cette URL-là, et on peut dire voilà, donc dans fichier ouvrir une URL, on peut juste donner éventuellement l'URL, et voilà, là ça ouvre, ça récupère le texte directement de l'URL et ça le met dans le corpus. Voilà. Donc il y a un souci, on va dire quelque chose qui me plaît pas trop personnellement dans SEM, c'est que les formats de sortie ne sont pas forcément des formats d'entrée. Par exemple, il y a plusieurs formats XML qui se basent notamment sur la TEI, que pour le moment je ne lis pas dans SEM, alors que pourtant j'arrive à les générer. Mais voilà, il faudrait que voilà, je rectifie un petit peu tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui se passe alors là si tu colles une URL qui est en chinois ou parce que tout à l'heure tu disais que tu pouvais Ça va être travailler intéressant. sur l'hébreu sur l'hébreu ancien et le russe, mais est-ce que c'est lié à des dictionnaires d'hébreu ancien et de russe ou est-ce qu'ils fonctionnent sans dico du coup? Tu vois, un peu comme pour Tritager, si tu veux utiliser Tritager dans N langue, tu dois lui mettre le dico associé. Là, comment il fonctionne avec les langues que tu n'utilises pas habituellement? Alors, les langues que j'utilise pas habituellement, ça peut, disons que, on va dire oui et non. Il y a besoin de, il y a besoin de lexique, on va dire. De base, ce que SEM fait quand il connaît pas une langue, il y a un segmenteur de base qui va segmenter sur la base des espaces et il va considérer que les fins de phrase c'est tout ce qui termine par un point. Donc ça peut être une façon assez euh, on va prendre Wikipédia. Donc, à Il se chaque fois débrouille que... sans les parts of speech, quoi. Oui, il peut se débrouiller sans les part of speech. C'est toujours Mm. mieux de les avoir. Voilà, on va prendre la page Wikipédia de Wikipédia, histoire voilà, de ne pas avoir trop à se fouler sur chercher un exemple. Hop, et on va prendre voilà, une langue, peu importe. Ouais, russe, voilà. Donc après, si on veut gérer des langues, on peut le faire, on va dire, il y a des moyens pour gérer les langues, des moyens très basiques, on va dire, qui vont être totalement sous-optimaux. Et après, si on veut les gérer un peu mieux, là, on va devoir faire des choses un petit peu comme ce que fait Tritager. Donc après, c'est pas nécessairement des lexiques, mais ce serait plutôt créer un segmenteur à base d'expressions régulières. Voilà. Donc soit voilà, on sépare par les espaces ou les virgules et ainsi de suite. Voilà. Mais après, il faut voilà, si on veut avoir un traitement qui est vraiment bien propre pour une langue, va falloir réécrire des choses, quoi. Voilà. Mais après, techniquement, on peut déjà, donc ça ressemble à Wikipédia. Donc on peut juste éventuellement déjà dire. Enfin voilà, pour la notation, ça posera aucun souci. Donc Mhm. on va dire Wikipédia, c'est une organisation. Voilà, donc là voilà, elle est annotée un petit peu partout. Donc le souci, c'est que à chaque fois qu'on va avoir une langue qui n'est pas gérée de base, va falloir recréer une chaîne de traitement. Donc les chaînes de traitement, après, il y a des modules qui peuvent marcher de manière totalement indépendante de la langue. Donc ça, il n'y aura pas à les modifier. Mais pour ce qui est, par exemple, segmentation des phrases, voilà, en mots, en phrases, ça, par exemple, il y aura sans doute besoin de travailler un petit peu plus. Et après, SEM est capable de prendre des lexiques, mais pas pour la segmentation.
mais par exemple, si on a, voilà, on veut noter des personnes, des lieux, des entreprises, ben, on peut donner des lexiques de personnes, de lieux et d'entreprises à SEM pour que voilà, cette connaissance, SEM soit capable de l'utiliser et qu'il apprenne mieux et plus vite. Voilà. Mais après, si on veut juste fournir voilà, des annotations, ben, voilà, on a juste besoin de prendre une personne native et puis voilà, on peut très bien annoter. Alors il y a des soucis sur cette interface donc ça c'est une limitation que j'ai découvert ben, justement en testant sur l'hébreu. Ouais, bon hébreu je saurais pas le. Ça doit être ça hébreu du coup. Enfin voilà, ça ressemble au caractère hébreu voilà, que j'avais regardé. Donc il y a un petit souci par exemple pour le traitement de l'hébreu qui va être exactement le même que pour traiter par exemple les langues qui utilisent l'alphabet arabe. Et le surlignage n'est pas toujours très beau. Bon là ça a l'air de marcher plutôt bien, mais bon là celui-là a l'air de marcher, donc je vais pas me plaindre. Souvent, c'est lié au sens de lecture, le problème que tu Oui, mentionnes. voilà, voilà. Donc en fait, c'est peut-être que là, les caractères sont pas dans le bon ordre. Voilà, voilà. Donc là, il y a un petit souci. Par exemple, là, on voit bien que il y a ces caractères qui arrivent dans ce sens-là et que là, ils arrivent dans l'autre sens. Donc voilà, l'interface, voilà, cette interface-là en particulier, voilà, les langues, voilà, ça n'affiche pas les langues enfin, qu'on écrit de droite à gauche, enfin tout ce qui s'écrit de droite à gauche. Voilà, ce ne sera pas forcément bien représenté. Voilà, c'est une limitation que j'ai un petit peu découvert comme ça. Voilà, mais pour toutes les autres langues, a priori, il n'y a pas de souci particulier, quoi. Voilà. Il faut juste avoir voilà, va peut-être falloir juste un petit peu retravailler sur voilà, comment on découpe en mots et en phrases. Et à partir de là, a priori, il n'y a quasiment plus besoin que d'avoir des exemples. Voilà. Et après, rien n'empêche également de créer un module. Alors, je vous remontre ici. Donc, chaque élément dans la chaîne de traitement, donc dans SEM, j'appelle ça des modules. Donc, si par exemple, il y a déjà des modules qui existent pour faire la segmentation, la notation part of speech et ainsi de suite, on peut très bien recréer un module qui se contente d'appeler le programme extérieur et qui récupère son résultat pour ensuite faire le reste des traitements dans SEM. Donc c'est notamment ce qu'on avait fait sur le russe, où il y avait un logiciel qui faisait la segmentation, la notation part of speech et la dématisation, c'est-à-dire par exemple retirer toute flexion, hein, les verbes redeviennent à l'infinitif et ainsi de suite. Donc c'était des informations supplémentaires. Et donc il y avait un programme qui existait pour faire ça, et puis on l'a intégré dans le cadre de la gestion du russe. Voilà, donc ça aussi c'est parfaitement faisable. Il n'y a pas forcément besoin de tout réécrire de zéro, on peut se contenter d'appeler un programme déjà existant. Alors, du coup, Johan, là, tu prends des questions, des Oui, éléments oui, ouais. oui, Alors, tant qu'il y a des questions. j'ai une question qui est hyper intéressée en fait. C'est en gros mon métier à moi, c'est soit de produire des fichiers statistiques pour les analyser ou après ou de faire des analyses. Et effectivement, des fois, j'ai récupéré des fichiers texte, enfin des fichiers PDF ou sérisés. J'ai récupéré une structure de texte pas très propre. Avec les logiciels de stats, aujourd'hui, il y en a plein qui proposent de faire des expressions régulières. C'est un peu pénible des fois. Et là, ce que j'ai pas très bien compris, parce que j'ai l'impression que je loupe une étape, c'est comment une fois que, par exemple, repérer dans un corpus des acteurs et des institutions et des entreprises, ça intéresse énormément de monde en sociologie des organisations.
Et comment on fait pour construire, tu en as parlé tout à l'heure, un peu le fichier où dans le corpus, voici mes acteurs, voici mes noms et voici mes entreprises. C'est-à-dire, j'ai bien compris que on peut construire un masque pour taguer après des pages web pour colorer en jaune ou en rouge les acteurs ou les entreprises. Mais moi, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le fichier stat derrière pour pouvoir après faire d'autres analyses. D'accord. Alors, donc, quand SEM fait des annotations, en fait, il va toutes les stocker, entre guillemets, donc à l'échelle soit à l'échelle du document. Donc, à partir de là, il faut, enfin, ça dépend un petit peu toujours du fichier qu'on attend en sortie, mais si on essaye par exemple de lister, je sais pas, hein, par exemple juste lister l'ensemble des personnes et des lieux et des entreprises, ça peut très bien se faire en fouillant dans les annotations qui sont associées à ce document-là. Voilà, donc après, ouais, après ça dépend vraiment du format de fichier attendu, mais a priori, tant qu'on peut le produire à partir des annotations et du texte, a priori, il y a moyen de le faire. Il faudra peut-être voilà, écrire un petit peu de code. Hein. Ça, je ne garantis pas qu'il n'y aura pas besoin. Hein, parce que je garantis même qu'il y en aura très certainement besoin. Mais a priori, une fois qu'on a les annotations, il y a vraiment voilà, une représentation interne dans SEM qui permet de, voilà, on peut faire des requêtes dessus éventuellement. Après, ça dépend vraiment du fichier de sortie qu'on attend. D'accord. Et alors, par exemple, on les a vus tout à l'heure dans le gestionnaire de fichiers, on avait des formats TXT et des formats .AN. Donc Oui. ça, c'est un fichier texte, je suppose. Tu peux nous en montrer un pour voir à quoi ça ressemble et le travail qu'il y aurait à faire après. Donc, alors, donc ça, il faut savoir que c'est une sortie, hein, mais ça, en fait, ça représente concrètement. Donc, ah non, pas ici, pas comme ça. Donc, hop, dans Genie. Excusez-moi. Donc ici on a notre texte. Donc en fait ça c'est vraiment une représentation qui est assez proche de celle qu'utilise SEM en interne. Donc on aurait le document avec ici d'une part son texte et ensuite ses annotations. Donc là c'est du tabulaire. Ça sera peut-être même plus joli si je mets ça dans un truc tabulaire. Alors je sais jamais où il est, Xomeric. Bon ça voilà. Voilà. Donc ici, hop, on a un fichier tabulaire. Donc on a ici le type, voilà, le type de l'entité, sa position dans le texte, cette fois-ci, et la valeur que ça a concrètement dans le texte. Donc ici, c'est une quantité qui vaut 1. Et ici, c'est un ingrédient qui est pâte à pizza, et ainsi de suite. Oui, et donc dans SEM, concrètement, il y a ces objets-là, voilà, qui sont l'entité avec sa position dans le texte. Et le document contient également le contenu textuel brut dedans. Donc voilà, a priori, je ne sais pas si ça ressemble. Enfin, complètement. Puis en plus, tu l'avais montré tout à l'heure, mais je n'avais pas très bien compris. Voilà. Alors du coup, je vais te présenter mes excuses en fait, parce que j'avais pas très bien compris ce que ça faisait, SEM. Et je m'excuse de ne pas avoir diffusé beaucoup plus largement le truc. Parce que je pensais que c'était un outil qui était un peu uniquement à destination des linguistes, mais je pense que ça intéresserait énormément de collègues dans le domaine de la sociologie notamment pour extraire des données. Du coup, je te promets que je vais faire la pub de ta séance merci. de diffusion. Et tu vois, il a été malin, il n'a pas pris des corpus linguistiques, il a pris des recettes. Donc ça parle à tout le monde. Tout le monde a envie de manger. Ben... ah oui, alors donc, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que les doigts de sorcière, c'est bon? J'avoue, ça m'a intrigué comme recette, hein, mais
Ouais, ça a l'air plutôt bon, hein. Il y a du fromage dedans. Voilà. Pâte à pizza, parmesan, voilà. Non, je vais essayer d'en faire. Et je Voilà. ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que moi j'en ai encore une sinon. C'est sur les dangers de l'annotation en masse. Tout à l'heure, tu parlais du fait que quand tu annotais quelque chose, ça annotait de manière automatique toutes les chaînes du texte. Et donc, tu as même pris l'exemple Ouais. de l'oignon et de l'oignon jaune. Alors, qu'est-ce qui se passe si justement tes chaînes sont l'une dans l'autre? Oignon est contenu dans oignon jaune. Enfin, comment est géré? Est-ce qu'on peut déjà annoter deux mêmes éléments, plus ou moins longs? Et si oui ou sinon, comment on gère ça? Comment on peut s'en sortir? Alors, hop là, j'ai Ah, peut-être c'est essayé de pas jaune, retrouver c'est dans blanc. C'est l'interface. l'oignon et l'oignon blanc. Ah oui, cette erreur est inadmissible, voyons. Alors, je vais peut-être montrer dans l'interface, hein, ce sera peut-être plus lisible. Oui, déjà, j'ai essayé de retrouver les oignons. Sans doute là. Blanc, hein, c'était ça. Ah, Il est peut-être au singulier. Ouais. oui, Oui. ah oui, voilà. Mm. Oignon nouveau, oignon blanc, c'est dans le jambon baguette. Ok, donc hop, on va ouvrir jambon baguette. Non, c'est pas du tout celui-là, réflexe. Hop là. Et annotated. Non, ah oui, référence. Hop, et c'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû le faire, c'est pas grave. Oups, je me suis trompé de sens. Désolé, parce que du coup ça va pas les afficher correctement. Voilà, un petit souci que j'ai un petit peu masqué. Parce que ouais, c'est un détail un peu technique, donc je vais. Voilà, on va se contenter de dire que ça marche que dans un seul sens. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là on va retirer oignon blanc. Bon là il n'y en a qu'un seul. C'est dommage. Donc par exemple. Déjà, on peut pas annoter oignon et oignon blanc. Alors il s'avère que en fait on peut justement. Donc par exemple ici, là il m'en a trouvé deux justement. Bah, oignon et oignon blanc. Voilà. Donc par exemple on peut avoir des oignons et des oignons blancs dans le texte. Bon là malheureusement c'est pas le cas. Donc une première chose qu'on pourrait faire, ce serait dire les oignons et SEM il est capable de gérer en fait les annotations qui sont imbriquées les unes dans les autres. Hop là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre une autre annotation tant qu'elle est plus grosse, tant qu'elle est plus volumineuse. Ça... voilà, on a oignon ici et oignon blanc. Donc, une stratégie, ce serait peut-être d'annoter la chose la plus simple d'abord, et ensuite d'annoter les choses les plus compliquées. Une autre stratégie, ça pourrait être de dire, ben moi ce que je veux, c'est d'abord les oignons blancs. Enfin, c'est annoter mes oignons blancs. Hop là, par exemple, on a déjà annoté les oignons blancs. Et là, forcément, il n'y a pas d'oignons tout court, donc ça va pas être très, très intéressant. Mais bon, du coup, il faudra me croire sur parole. Mais si par exemple, on a annoté oignon blanc, et que après on décide d'annoter oignon et de le diffuser, ce que ça me fait, c'est que voilà, il peut rajouter des annotations de même type seulement si elles sont plus grandes. C'est-à-dire que si on a dit, voilà, maintenant je veux annoter l'ensemble des oignons dans le texte, et qu'il tombe sur une annotation de type oignon blanc, de même type, ben, l'annotation étant plus longue, Sen ne va pas créer l'annotation oignon à l'intérieur de oignon blanc. Ah oui, tiens, voilà comment je pourrais le faire. Hop là, je vais annoter juste cet oignon blanc là, et celui-là, je vais annoter oignon, l'ensemble des oignons. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a bien annoté un seul oignon, c'est celui-là, et que là, on a bien un seul oignon blanc. Voilà, voilà on n'a pas de oignon. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est annoter les choses les plus précises d'abord, en fait, et annoter les choses plus générales après.
parce que du coup, les choses plus précises ne vont pas créer d'annotation un petit peu en dupliqué. Voilà. Si c'est plus court, ça ne recréera pas d'annotation plus petite. On peut créer des annotations plus grandes. Voilà, donc on peut dire, voilà, je vais récupérer tous les oignons dans un premier sens, dans un premier temps. Et après, je peux annoter, voilà, ça permet de détecter éventuellement tous les oignons blancs, oignons jaunes, oignons rouges, et ainsi de suite. On crée des annotations plus grandes ensuite. Hein, donc, par exemple, ici, on avait oignons. Et là, on veut dire, je veux en fait tous les oignons blancs. Hop. Et là, on a bien l'annotation oignon blanc. Et on a également, si on reclique, on a bien l'annotation oignon. Et ce qu'on peut faire, c'est que soit quand on fait un entraînement dans SEM, on peut dire ici, là, c'est le niveau des annotations. Donc soit prendre celles qui sont ce qu'on appelle top level, c'est-à-dire les plus grandes possibles. Donc s'il y a deux annotations, dont une plus courte que l'autre, il prendra la plus grande. Et le bottom level, c'est pareil, mais dans l'autre sens. S'il y a deux annotations, mais qu'il y en a une plus petite, il prendra la plus petite. Voilà, donc on peut faire ça, ou voilà, on se dit que on veut pas du tout des oignons. Et donc après, on peut soit faire un script de post-traitement pour supprimer les annotations un petit peu dupliquées plus petites, soit essayer de les supprimer à la main, mais ça peut se faire qu'une par une. Parce que si on dit supprime tous les oignons, ça va supprimer également tout ce qui était juste voilà, oignons. Et supprimer des annotations qui nous intéressaient peut-être, pour le coup. Voilà, donc on peut avoir des petites stratégies comme ça. Ok, merci. Donc, vous avez compris, hein, donc si vous avez des questions à poser à Johan, c'est le moment. Moi, j'en ai une. Au niveau de la documentation, il y a la page web et Alors, hop. Alors, il y a la page web. Si celle-là, je dois encore la mettre à jour parce qu'elle est plus trop à jour maintenant. Sinon, donc il y a la page GitHub. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous montre un autre truc. Après. Après. Donc il y a la page GitHub et dans la page GitHub, donc il y a déjà bon, il y a déjà un ensemble de toutes les fonctionnalités qui sont listées, mais bon, ça parlera plus pour des personnes qui voilà, souhaiteraient l'utiliser. Ça va pas expliquer concrètement comment ça marche. Non, pas ça. Et il y a également un manuel en PDF. En français, alors utilisez plutôt le manuel en français parce que c'est ma langue natale et je l'ai traduit en anglais, mais bon, c'est une traduction du manuel en français. Donc là, malheureusement, GitHub, il n'aime pas du tout lire des PDF. Voilà, donc il y a une doc. Je vais peut-être la lire sur le PC, ce sera plus simple, parce que là, GitHub, il est à genoux. Hop. Programmation. Voilà. Donc, côté documentation, donc il y a ces manuels. Donc le manuel en français, qui fait une trentaine de pages et qui va détailler comment on installe SEM, d'où viennent les annotations. Et également, il va vous montrer un petit peu comment on peut refaire ce tuto d'une certaine façon, pas à pas. Donc il y a ça. Voilà, voilà, il y a un manuel qui existe, qui est là, français et anglais. Donc a priori, ça devrait être relativement pas mal. Et du coup, ce que je vous ai montré, concrètement, il y a également un répertoire GitHub qui est justement le tuto SEM que je viens de vous faire. Voilà, qui explique pas à pas voilà, comment, voilà, quelle version de SEM il faut utiliser, quels sont les modules à lancer, le processus d'annotation, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça vous a montré toute la première partie où j'annotais les recettes de cuisine, voilà, et jusqu'à l'évaluation des résultats. Voilà, donc c'est également disponible en ligne.
Voilà. Et a priori, c'est tout côté documentation, mais c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais du coup, non, moi j'ai pas d'autres questions. Enfin, si, juste c'est plus une question d'ergonomie tout à l'heure. Oui. Dans une des fenêtres de SEM, tu as modifié des annotations. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de modifier le texte dans SEM ou c'est Alors non, justement. Moi j'ai pris le parti de quand on charge un document dans SEM, on ne peut pas modifier son texte. ouais. Parce que en fait, si on peut modifier le texte, ça rend tout de suite plus difficile le processus d'annotation. Parce que voilà, je me base sur des recherches dans le texte et ainsi de suite, et je stocke juste pour avoir quelque chose de pas trop lourd. Je stocke juste les positions dans le texte, donc au niveau des caractères. Et si on autorise à modifier le texte, ça veut dire mettre à jour l'ensemble des annotations à chaque fois qu'on voilà, on rajoute des mots ou qu'on en supprime. Donc j'ai plutôt pris le parti de voilà, le texte il est là, il est figé, on n'y touche pas. Et voilà, ça permet de prendre voilà, quelques libertés, on va dire, pour aller plus vite. Et alors, derrière, on a bien compris qu'il y a des règles d'apprentissage. Alors, c'est encore une question d'un sociologue au linguiste. Derrière, le modèle probabiliste, il vous intéresse ou pas? Ça vaut le coup, enfin, vous le regardez? Alors oui, ça nous arrive de le regarder, même si bon, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement courant, on va dire. Ça se fait de plus en plus. Il y a vraiment l'idée en ce moment que on veut pouvoir interpréter justement les modèles probabilistes. Et concrètement, bon, je vais montrer, c'est pas très joli, mais concrètement, les modèles ici, on va prendre cuisine. Donc concrètement, ces modèles, ça va être des choses de ce genre-là. Donc voilà, il y a des détails un tout petit peu techniques. Voyons voir, un truc plus intéressant, ce serait ça. Et je vais juste retirer, hop, voilà. Concrètement, ça c'est par exemple 3 règles qui sont utilisées. Donc ces règles, hein, c'est des observations locales par rapport aux mots courants. Donc là, concrètement, cette règle, hein, ça veut dire est-ce que le mot précédent, donc -1 ici, en petit caractère, c'est-à-dire pour éviter d'avoir parce que tu es sensible à la casse. Donc si on a par exemple brochette avec un grand B ou brochette avec un petit b, il considérerait que c'est deux choses totalement différentes. Donc l'une des idées, c'est de mettre tout en minuscule pour avoir voilà, des choses plus couvrantes. Donc c'est est-ce que le mot précédent c'est brochette, par exemple. Et à ce mot-là, on va dire par exemple le fait que ce soit un ingrédient. Et à cette association, on va avoir un poids, donc par exemple, je sais pas, 5, voilà, 5.5. Voilà, pour dire que l'association entre le fait que le mot courant soit un ingrédient, sachant que le mot précédent soit brochette, on va dire ça a une valeur de 5. Donc ces poids-là tout seuls, ça ne veut pas dire grand-chose. Mis à part le fait que plus c'est haut dans les positifs, plus c'est fort. Donc 5, ce serait un poids qui est typiquement assez fort. Mais pour ça, il faut quand même avoir la vision du modèle global. Parce que si on a des poids, je sais pas, 2000, 3000, ben 5, c'est peut-être pas si fort que ça, par exemple. Voilà. Donc il faut quand même avoir la connaissance voilà, du modèle un petit peu globalement. Mais l'idée, c'est que ces poids, ça représente, est-ce que c'est quelque chose de pertinent, ou est-ce que, à l'inverse, si les poids sont négatifs, faut faire totalement un autre choix. Voilà. Donc si par exemple, on avait voilà, un ingrédient -5, ça veut dire que si le mot précédent c'est brochette, alors il ne faut surtout pas que le mot actuel soit ingrédient. Voilà. Et donc on peut essayer de faire, donc j'ai moi-même essayé de faire des analyses de ce genre de modèle.
Et bon, c'est assez difficile malgré tout parce que déjà il y a beaucoup de choses. Les règles elles sont générées sur le corpus, donc en fait on se retrouve avec des milliers et des milliers, si c'est pas des millions de petites règles comme ça. Et je me suis rendu compte que l'une des enfin, une bonne grosse source d'erreur, c'était que les mots, soit le mot actuel, soit les mots dans l'entourage, étaient pas forcément connus, quoi. L'inconnu, voilà, du coup, il se réfère juste au contexte et voilà, la qualité, elle baisse assez rapidement, quoi. Voilà, il n'y a pas, voilà, personnellement, en tout cas, j'ai pas pu avoir voilà, des grands éclats de génie en regardant le modèle. Même si on peut savoir pourquoi il a pris une décision plutôt qu'une autre. Voilà, voilà, ça dit pas forcément comment on fait pour corriger la solution, la décision quand elle est mauvaise, mais on sait pourquoi il l'a prise. Bon. Voilà, c'est un petit peu l'un des soucis de ce genre de modèle statistique. Mhm. Bien, bah, je relance mon invitation à interagir avec Johan. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, on a coupé son micro par défaut, donc pensez bien à les réactiver si vous voulez interagir, ou sinon dans le chat ou dans le module questions et réponses. Alors, je crois que Tout le monde est parti manger, il n'y a plus de questions. T'as donné faim à tout le monde. C'est ça. Ils sont Ou t'as partis faire coupé l'appétit à tout le monde avec les statistiques, je sais pas. J'hésite entre les deux. ils sont partis manger des doigts de sorcière peut-être. non, je pense pas. Et du coup, une question pour fréquenter de temps en temps les sites web de recettes. Sur certains, on a la recette et on a un petit module ingrédients. C'est fait de manière automatique ou c'est Alors là, c'est une excellente question. Il faudrait que je le regarde moi-même. Je pense que, bon, pour le cas des recettes, en tout cas, il me semble que c'est quand on va soumettre la recette qu'on a des champs ingrédients qui sont fournis. Et Ah oui, d'accord, oui. c'est vraiment la personne qui met la recette en ligne voilà, qui va répertorier l'ensemble des ingrédients. Voilà. Mais voilà, il y a plein de cas où c'est pas où on ne peut pas tout répertorier, hein. Je sais pas, par exemple, voilà, quand on met un article, on va pas dire quelles sont les différentes personnes, les différents lieux, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Moi, j'ai encore une question, hein, si on veut vraiment essayer de tenir jusqu'au bout. C'est Oui. sur l'ambiguïté des entités nommées. Quand on travaille sur les entités nommées, on sait qu'une entité nommée classique, hein, donc personne, lieu, organisation, peut être ambiguë. Hein, typiquement, par exemple, je sais pas moi, Roland Garros, c'est un lieu ou une personne. Donc j'imagine que Sem choisit. Il dit pas c'est l'un ou l'autre. Il prend une décision. Et est-ce qu'il sait justement, est-ce qu'il donne un poids, est-ce qu'il dit bah là j'ai choisi personne mais il y a ambiguïté, ou est-ce qu'il le dit pas du tout? Et s'il le dit pas du tout, est-ce que tu connais des outils qui justement font ce genre de choses, ou enfin tu vois quelle est la force de SEM là-dessus par rapport à d'autres outils, et comment on peut faire en fait quand il y a ambiguïté? Alors, il y a des poids qui sont attribués pour avoir voilà, le fait que ce soit une personne ou autre chose. Donc, faut savoir que comme il travaille à l'échelle de la phrase, en fait, on a une annotation sur l'ensemble de la phrase. Donc, il est possible que soit ce soit, par exemple, Roland Garros, il estime que ce soit ambigu ou pas. Donc, si c'est pas ambigu, il y a assez peu de chances de voir. Enfin, on peut essayer de forcer le fait que ce soit une personne pour voir le poids qu'il attribue. Mais voilà, chaque token a son propre poids. Et on peut déduire le poids d'une entité de manière assez heuristique, hein. On peut prendre, voilà, c'est assez peu figé dans le marbre, parce qu'en fait, ce que fait la technologie derrière, c'est le poids, il est sur l'ensemble de la phrase, enfin de la séquence.
Mais chaque mot a un poids, et après, si on veut avoir le poids personne de Roland-Garros ou le poids voilà, organisation ou événement, je ne saurais pas trop dire. Voilà, on peut le faire de manière assez heuristique. Voilà, on prend la moyenne des poids ou quelque chose de ce genre-là. Le poids le plus faible, le poids le plus fort, peu importe. Et on peut avoir voilà, une idée de voilà, s'il considère que Roland-Garros c'est très ambigu ou pas du tout ambigu. Voilà. C'est possible de savoir voilà, si une entité particulière est ambiguë ou pas. Mais donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait enfin j'avais déjà regardé ça. Mais dans SEM c'est pas intégré. Dans SEM en fait ces poids-là, voilà, l'idée c'était d'avoir une sortie assez simple, va-t-on dire. Et du coup, personnellement, voilà, j'ai laissé les poids de côté. Donc dans SEM, à l'heure actuelle, ces poids ne sont pas disponibles et voilà, il ne sait pas vraiment faire la désambiguisation ou autre chose, quoi. Ok. Et après, je sais que les écrans noirs, la programmation telle que tu as pu le montrer, ça peut faire peur. Alors, je pense que de toute façon, sur l'invitation à ce tuto, il y avait le lien vers SEM qui est en ligne, alors qui Ah permet oui, beaucoup, beaucoup moins de choses, oui, mais oui, qui oui, c'est permet vrai. déjà d'avoir des extractions en part of speech et en chunk dont parle Johan depuis tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui veulent tester et voir si sur leurs données, ils peuvent déjà extraire des organisations, des lieux, des personnes. Voilà, il existe en ligne sans avoir rien à faire, quoi. Oui, du coup, je vais le montrer parce que je l'avais mis dans le dans le navigateur, mais j'ai totalement oublié Je suis de ta le mémoire montrer. aujourd'hui. Exactement. Euh, exactement. Donc, il y a une application en ligne, en effet, de SEM, donc qui est disponible à cette adresse. Donc, apps.lattice.cnrs.fr/sem, dans lequel, là, du coup, il n'y a vraiment plus du tout besoin de quelque chose, voilà, de terminal ou ainsi de suite, hein. Il y a vraiment un serveur. Et on peut rentrer du texte, ici, hein, voilà, pour faire une phrase bien compliquée à prononcer. Et donc, concrètement, on entre juste du texte où on va donner une URL. Et on va choisir le niveau d'analyse qu'on veut. Donc ici, part of speech, les chunks, donc c'est concrètement les groupes nominaux, les groupes prépositionnels, les groupes verbaux et ainsi de suite. Et les entités nommées, qui en général intéressent plus les gens, donc c'est le mode de base. Et entre parenthèses, ici, on a les niveaux d'annotation qui seront disponibles pour l'utilisateur final. D'ailleurs, hein, on va rendre à César ce qui est à César, hein. Donc cette appli en ligne, c'est pas moi qui l'ai codé, hein, c'est un ingénieur du Lattice qui l'a codé. Alors il s'est sans doute voilà, Clément Planck. Voilà, donc voilà, l'interface, elle a été faite par Clément Planck, qui est au Lattice. Voilà, et du coup, voilà, une fois qu'on a rentré notre texte, hein, on peut, je crois qu'il y a une limite de 5 000 ou 50 000, hein, je sais plus, et je sais plus combien il y a de zéros exactement. Caractères graphiques, mots graphiques, c'est-à-dire séparés par des espaces. Et donc on peut juste envoyer et avoir le résultat ici, qui est exactement le même résultat que voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la possibilité de prendre soit part of speech, donc voilà, ici Serge c'est un nom propre et il est bien reconnu comme une personne. Voilà, avec des petits rappels des codes couleurs, ici, qui sont les codes couleurs par défaut de SEM. Voilà. Et après, on peut télécharger sous différents formats voilà, la sortie. Voilà, si par exemple on veut enregistrer ça en JSON, voilà, on peut juste enregistrer le résultat de ce fichier sur le PC. Voilà. Et donc là, ça donne un JSON. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de représenter. C'est plutôt pour des gens qui font de la programmation, plutôt, le format JSON. Voilà, donc allez-y, hein, l'interface est très très bien.
Quart d'heure publicitaire. Bon, et ben écoute, allez, je lance un ultime rappel à une question, une remarque. Puis sinon, de toute façon, on arrive vers la fin de notre session. Je rebalaye pardon, le chat ou les questions et réponses, je ne vois rien. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention, très claire. Hein, je pense que même moi qui ne suis pas linguiste, j'ai appris beaucoup de choses. Et je me rends compte aussi de l'énorme travail qu'il y a derrière. Hein, donc, et surtout aussi, en plus, d'avoir le souci de maintenir la documentation à jour. Ça, c'est vraiment toujours intéressant. Donc, merci beaucoup, Johan, et pour ton intervention. Merci à vous de m'avoir permis d'intervenir. De rien. Et puis, je pense que voilà, on fera la promotion de SEM dans nos réseaux parce que je pense que ça peut intéresser un grand nombre de nos collègues qui ignorent ces éditeurs et c'est comme manière de simplifier la vie des fois dans la constitution de nos fichiers de données, quoi. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, j'ai été ravi de faire le tuto. Et puis, si vous voulez faire de la pub, allez-y. Moi, je dirais pas non. Ravi que ça vous ait plu, en tout cas. Ouais, merci. En tout cas, c'était vraiment très, très clair. Donc, je ne sais pas si tu as vu, il y a Damien aussi qui a fait la même remarque que moi. Il devait partir à 16h parce qu'il avait un rendez-vous, mais c'est pareil, en tant que sociologue, il a vraiment apprécié la clarté de ton discours. Et voilà, donc. Merci. Ouais, on est tous d'accord, je crois. On est tous d'accord, voilà, donc. Merci. Merci. Bien, donc du coup, merci à tous. Et puis, il reste plus grand monde. Donc, je rappelle qu'on se retrouve, nous, en décembre pour un tuto sur les prises de son en sciences sociales. Enfin, comment récupérer un enregistrement de qualité pour se simplifier le travail derrière de production de fichiers de données, d'entretien. Et éviter de perdre du temps à réécouter 50 fois un morceau de phrase pour essayer de comprendre ce que la personne était en train de dire. Ouais, donc ça, c'est un séminaire qui aura lieu le 20 décembre, il me semble, non? Oui, c'est ça. Ouais, 20 décembre, voilà. Ok. Bon, voilà. Du coup, merci beaucoup. Hein. Et puis, merci, merci tout le monde. Ouais. Merci. Merci à tout le monde, à toutes et tous, d'être venus. Et puis, voilà. Je suis content que ça vous ait plu. Merci beaucoup. Merci.